Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. Des cigales, des spectacles, du théâtre, des flyers plein les yeux, de la chaleur dans nos cheveux. Je crois bien que nous sommes de retour sur le Festival d'Avignon. Et nous sommes en compagnie du comédien Quentin et du metteur en scène Pablo, qui sont à l'affiche du spectacle Europe Connexion au théâtre du Tremplin du 18 au 28 juillet à 10h15. Du 19. C'est votre première fois sur Avignon ? Pour moi, oui. Moi, je suis Pablo, le metteur en scène, celui qui a l'accent. C'est la première fois que je viens en tant qu'artiste avec 2 spectacles. Mais déjà, j'étais venu en festivalier, en spectateur, regarder des choses. Moi, j'étais un spectateur assidu du festival pendant toute mon enfance et adolescence. Et je suis déjà venu 2 fois en tant que comédien, mais en amateur adolescent aussi. Donc c'est la première vraie fois, on va dire, sur le festival. Alors si je dis théâtre actuel, je parle de théâtre contemporain. Et qui dit contemporain dit actuel. Et actuellement, le monde dans lequel on vit mérite réflexion et critique. Et ça tombe bien parce que j'ai cru comprendre que Europe Connexion était une critique du système actuel. Est-ce bien ça ? Quelle est l'histoire ? Quel est le fil rouge de votre spectacle ? Je vous raconte un peu de quoi on parle dans le spectacle. C'est l'histoire d'un lobbyiste au Parlement européen qui essaye de faire passer des lois des pesticides en détruisant la vie de plein de personnes. Il est quelqu'un de très carriériste et il est sans scrupules, en vrai. Et à un moment, ces actions vont le rattraper. Et c'est ça ce qui nous intéresse surtout, voir ces moments de chute de sa part. C'est de plaisir de voir quelqu'un qui gagne 500 € à l'heure, le voir tomber, c'est toujours un plaisir orgasmique. Et c'est ça ce qu'on adore dans Europe Connexion d'Alexandra Badea. C'est quelqu'un, Badea, qui écrit du théâtre contemporain, qui écrit de l'actualité. Et surtout, elle écrit à un moment de sa carrière artistique, elle a beaucoup écrit sur les milieux de travail, sur le burn-out, sur l'exploitation, sur les conditions de travail. Et Europe Connexion, c'est en quelque sorte ça, mais dans la haute sphère de la question du travail. Et donc voilà, on parle de ce sujet-là, du carriérisme et aussi d'écologie. Parce que finalement, il se confronte à des personnes qui veulent sauver la planète, pendant que lui, il est en train de la détruire. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, si, juste, c'est une pièce très ancrée effectivement dans l'actualité, puisque Alexandra Badea, dans cette pièce, s'inspire de scandales sanitaires, d'actualité récents, quoi. Il y a eu l'affaire des semences, dont elle s'est inspirée, qui date plutôt des années 2000-2010, et plus récemment du glyphosate, donc où on a vu que c'était un produit cancérigène. Et d'ailleurs, c'est vraiment une actualité brûlante, vu qu'en 2022, le Parlement européen va décider s'il va renouveler l'autorisation ou l'arrêter, quoi. On arrive au bout des 5 ans d'autorisation. Pourquoi Europe Connexion ? Est-ce le fait qu'au XXIe siècle, nous soyons tous connectés par les réseaux, par le système ? On est interdépendants, interconnectés. Pourquoi Europe Connexion ? Je pense que les mots connexion est les mots les plus importants là, même si Europe, oui évidemment ça se passe ici en Europe cette histoire, mais les concepts connection, je pense qu'il s'agit de ce métier du lobbyisme, de faire des connexions par-ci par-là. C'est quelqu'un de très manipulateur, mais aussi c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, ce personnage. Et il arrive en fait à trouver une solution à tous les problèmes auxquels il se confronte. S'il y a un chercheur qui vient l'embêter avec des questions écologiques, il sait exactement à qui parler et comment détruire cette réputation. Il sait bien avec qui il doit parler, comment organiser un pitch. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué. En fait, il devrait faire des pitchs pendant les tractages ici à Avignon. C'est lui qui devrait tracter partout pour convaincre les gens. Voilà, c'est la connexion. Ce spectacle, vraiment, je trouve qu'il interpelle sur notre soif de réussite dans le système contemporain. Et finalement, où notre société capitaliste est vachement standardisée, où la réussite est très standardisée, c'est-à-dire qu'on gravit les échelons d'une entreprise, on gagne de l'argent, on achète une voiture, on achète de la bouffe standardisée. Mais finalement, pour vous-même, qu'est-ce que c'est que la réussite ? Qu'est-ce que c'est que réussir ? Il y a toujours une question qu'on se pose pendant qu'on boit des bières, c'est est-ce que tu veux être riche ou tu veux être célèbre ? Et c'est drôle parce que ce sont 2 manières de maîtriser un peu, ou de mesurer, la réussite.
D'habitude, je dis riche, parce que franchement, si j'étais riche, je pourrais faire tout le spectacle que je veux, calmement, même si le public n'aime pas, voilà, je perds pas d'argent. Être célèbre, c'est quelque chose qui peut être banal aussi, mais ça te donne tu peux devenir porte-parole de messages, des contenus, des idées que tu veux transmettre au monde. Donc du coup, la réussite, je ne sais pas si c'est lié à la richesse, parce que la richesse donne la liberté, ou à la célébrité, parce que ça te donne une voix. Après, la réussite est aussi intime. Et c'est ça ce qui nous... Je vais devenir un peu hippie là. Mais je pense que cette réussite intime, là, quand on se connaît, et quand on est vraiment sincère avec nous-mêmes, avec ce qu'on veut, avec qui on est, je pense que là, il y a une réussite qui s'est produite. Et qui est justement le problème de ce personnage dans Europe Connection. En fait, il veut la réussite qui est extérieure, qui est demandée par sa famille, par sa femme, par son milieu. Lui, il veut devenir et riche et célèbre dans son milieu. Mais en fait, il ne prend pas soin de lui-même et de son humanité et de son intimité. Et là aussi, c'est important de dire, et il nous parle à la deuxième personne, il nous interpelle, il raconte son histoire, mais à la deuxième personne, vers le public, dans sa salle de bain. Et c'est un moment, c'est pas écrit dans le texte, c'est notre mise en scène qui fait ça. Et lui, il décide en fait de nous partager ces moments les plus intimes, là où on fait caca. Donc c'est vraiment un moment où... plus intime que ça, c'est impossible. Et se dévoiler comme ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais pu faire. Donc là, en partageant ça, là, il a une petite réussite. Pour lui, en fait, il se dit, dans la vie, j'ai pas forcément réussi. Et finalement, d'être dans sa salle de bain et philosopher avec le public, c'est vraiment comment on dit ça, une psychanalyse pour lui. C'est comme s'il se faisait psychanalyser, ou alors il parlait à son miroir et qu'il se disait finalement, quand je regarde derrière moi, qu'est-ce que je suis ? Tout à fait. En fait, on est dans un moment indéterminé de sa vie. On ne sait pas à quel moment il nous parle. Est-ce que c'est avant l'histoire et il vit l'histoire avec nous ? Il vit son histoire avec nous, ou on est à la fin, juste après toute sa chute, son ascension et sa chute. Alors, je pense que c'est intéressant de laisser ça en mystère pour le public, pour ne pas spoiler, parce que vraiment la question c'est, est-ce que finalement, après tout ce qu'il a vécu, son ascension, sa chute, sa résilience, la découverte de soi-même, la découverte de ce qu'il veut dans sa vie, est-ce que vraiment il a cette sensation de réussite ? Et là, voir ce que le public pense à la toute fin, est-ce que vraiment c'est l'histoire d'un succès, c'est l'histoire d'un échec, ou c'est l'histoire d'un échec d'une société qui permet que ce type de personnage continue à exister ? Je sais pas si tu veux continuer. Si, tout à fait. Et puis je pense que sa notion de réussite, justement, évolue au cours du spectacle. Et c'est d'ailleurs un peu ça le nœud en fait, de la chose. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il est dans une ascension. Il croit qu'il est dans un état de réussite et il l'est à certains égards et selon un certain point de vue. Mais après, il y a les conséquences de ses actions qui le rattrapent. Et je pense que ça lui fait relativiser complètement sa notion de la réussite. Et ça occasionne une grosse remise en question du coup de tout son paradigme, le paradigme moral qu'il avait jusque-là, quoi. C'est comme un peu le fait de se dire si je gagne un concours en trichant, est-ce que je réussis quoi ? Là, c'est un peu pareil. et je vous disais, dans le script de la pièce, il est écrit que la mise en scène est efficace, rythmée, il n'y a ni provocation ni démagogie. Et comment, au niveau de la mise en scène, vous avez réussi à mettre en œuvre tout ça, en fait, finalement, à faire quelle est la mise en scène, quelle est la mise en scène de la pièce ? Comment vous avez réussi à... Comment vous avez pensé le décor ? Comment vous avez pensé à... Déjà, le texte, c'est un texte très parlant. C'est un texte qui est très dense. Sur la politique, sur les manipulations du personnage, sur les sentiments du personnage. Donc déjà, Badea, qui est une autrice sublime, déjà, elle nous donne des pistes pour pouvoir y travailler. J'invite aussi le public à venir découvrir, si les gens ne connaissent pas le travail de Badea, parce que déjà, c'est une femme et c'est génial de travailler des textes de femmes. Surtout deux garçons qui décident en fait de travailler un texte des femmes parce que ça, on pense pas, mais vraiment ça n'arrive pas souvent. Ensuite, ma mise en scène vient, notre mise en scène, je dirais, parce que c'est un mélange entre deux traditions théâtrales. Il y a une tradition qui est française. Je suis chilien et je pense que je me suis assez francisé dans mon style, mais quand même je garde
quelque chose de ma tradition chilienne qui est très corporel, très loufoque, très excessif, très physique, très physique, très gestuel. On a un peu moins d'intérêt à la dramaturgie logique et cartésienne, alors que Badea, elle est très cartésienne, et le théâtre français l'est aussi. Je crois que ce mélange entre ces traditions et aussi la maîtrise et l'expertise de Quentin avec le texte, son travail avec le texte est tellement précis, mélangé avec ma folie totale corporelle, je pense que c'est là où la mise en scène devient quelque chose d'intéressant. Le public va pouvoir découvrir l'histoire de ce personnage hyper bien dite. On va comprendre tout ce qui arrive à ce personnage avec le jeu de Quentin, avec la maîtrise de ses textes, mais aussi on va voir la dégradation physique, et ça vient de nous, ça vient pas de Badea. Comment est-ce que ce personnage, à un moment, il devient un monstre? Et ce monstre est traduit par un insecte. En fait, on va transformer le lobbyiste, à un moment, en insecte. Il devient le même insecte qu'il essaye de tuer avec les pesticides. Et là, c'est une traduction scénique, abstraite, artistique, pour moi, esthétique, de la dégradation morale d'un homme qui a tout fait pour détruire la vie des gens pour sa carrière. Je voyais que l'affiche du spectacle est en noir et blanc. Alors on y voit un personnage point sur le torse et en train de crier. Alors pourquoi cette mise en scène de l'image? Pour moi, ça c'est la désespération totale. Ce qu'on voulait, je pense, montrer sur l'affiche, c'est vraiment représenter un seul en scène. C'est un personnage, c'est ce personnage-là. C'est un homme, je me le permets, un homme blanc qui hurle, on dit tout poumon, avec désespoir et avec... plein poumon, merci. Tu parles français et tu essayes. Et donc on voit en fait là je pense que la photo de l'affiche essaye de dire ok, on va voir un cri, de a cry for help, on dit en anglais, la demande on veut être aidé, un cri à l'aide, ouais. Donc et aussi blanc et noir, il y a beaucoup de touches des jeunes aussi, hein, mais blanc et noir, à mon avis, c'est aussi cette couleur des personnes très sobres et des technocrates. Finalement, on est face à un technocrate. Et le technocrate, c'est costard-cravate. Les costards-cravates, c'est noir et blanc, au plus une cravate bleu marin. Donc, je crois vraiment qu'il nous fallait vraiment travailler ces deux couleurs. Même la scénographie, il y a un peu de jaune, mais le reste, c'est noir et blanc. Hein. C'est un peu une vie grise, on pourrait dire, une vie manichéenne aussi, parce qu'il n'y a que du blanc et du noir. Mais en fait, la pièce nous raconte un peu la gamme des grises. Oui, parce que moi au début, j'avais sur l'image, je voyais quelqu'un qui criait. Moi, ça me rappelait un peu, je crois que c'est cette phrase de Goethe qui disait « Si je criais, qui m'entendrait parmi le paradis des anges ?» Dans le sens que c'est quelqu'un qui essaye de crier, mais il n'y a rien qui sort de sa bouche. Et ça me faisait penser à ça, l'image, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crie, mais personne ne l'entend. C'est un cri vide, finalement. Mais je sais pas vous, mais c'est un cauchemar que j'ai tout le temps. Et, je sais pas si c'est partagé ou pas, mais moi je crie beaucoup dans mes rêves. Et c'est comme si personne ne m'écoute aussi, personne ne m'entend, et c'est hyper exaspérant. Et je crois que c'est un cauchemar aussi, Europe Connection, pour ces lobbyistes. Et puis ce qui est intéressant, et ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi la notion dans la pièce du fait que cet homme-là n'est qu'un rouage dans une machine qui tourne, en fait. Où il y a tellement de gens impliqués et c'est une structure tellement complexe que finalement un homme seul qui déraille, que lui, enfin voilà, il y a sa chute, il va dérailler, ne change rien au cours des choses et au système en question. Et du coup, effectivement, le cri d'impuissance, du coup, est pertinent à ce niveau-là, quoi, je trouve. Alors, si en quelques mots, vous pouviez décrire ce spectacle, genre en 3 mots. C'est politique. Actualité, c'est un peu la même chose, non? Enfin, écologique. Moi, je dirais qu'il y a toute une question écologique. Je pense que je dirais monstruosité aussi. Je pense qu'on parle d'un monstre tant dans le sens figuré comme le sens littéral, parce qu'on voit à un moment un monstre. Hein. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Yes. Moi, je suis sur Instagram, @the_dubot, donc THE_dubot comme mon nom de famille, DUBOTT. Et Quentin sur Facebook. Ah non. Oui, sur Facebook, Quentin Perriard. Et vu qu'aussi on est une radio parisienne, vous tournez un peu aussi sur Paris? Où vous allez tourner? Bah, on vient de là, donc oui, on y a joué, et puis on aimerait bien éventuellement pouvoir
s'y représenter à nouveau. On a quelques pistes, pour l'instant rien de défini. On va voir ce qu'Avignon nous propose à la suite. On a été quand même bien épaulé par différentes structures à qui on doit remercier. C'est le Théâtre de la Tempête. On a été accueillis par Anigra, le lieu de l'autre, là, à Arcueil. On a reçu un soutien d'un dispositif des jeunes créations qui s'appelle Actefac. Donc vraiment, il y a des soutiens qui nous accompagnent depuis un moment. Nous avons joué à Fontainebleau aussi. Donc il y a quand même un réseau qui se développe. Et que, il faut le dire parce qu'on ne l'a pas dit, le Covid a fait prolonger le processus de cette création. Nous avons commencé il y a 2 ans, 3 ans même, et on devait faire la première là, l'année du Covid. C'est pour ça que nos partenaires continuent à exister et que plein de choses qu'on voulait faire ont été recalées. Et j'espère que bientôt, en région parisienne, on pourra continuer à développer... Appel au producteur. En tout cas, merci d'être passé sur Speed Radio. Et puis, comme on dirait, merde. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.